Je voudrais vous parler de préoccupations que j'ai, de problèmes que je rencontre actuellement avec les IA génératives, à la fois dans le cadre de mon enseignement, dans le cadre de la recherche. Je travaille, je vous le rappelle, en recherche sur la façon dont on utilise les documents de type les archives, notamment les archives figurées, c'est-à-dire les images, pour les réintroduire dans des récits de mémoire. Et je suis également confrontée à l'image dans mon enseignement, puisque je forme des professionnels, des iconographes ou des recherchistes qui vont donc sélectionner des images, notamment pour les médias d'actualité, les journaux, ou alors qui vont travailler sur des fonds d'archives de type image. Les deux choses ont un rapport qui est que la mémoire et l'information, ça ne peut pas s'affranchir du concept de vérité et de réalité. C'est-à-dire qu'on est dans des types d'images qui ont des rôles extrêmement forts et des responsabilités et qui ne peuvent pas être uniquement prises en compte pour leur esthétique ou qui ne peuvent pas être fictionnelles. Quand vous faites de l'information, quand vous montrez un bombardement à Gaza dans un journal, ça doit être la photo du bombardement à Gaza. Sinon, il faut l'indiquer en gros que ce n'est pas ça et qu'on a pris une illustration d'un autre bombardement. Et ça ne se fait pas. Parce que dans la photojournalisme, on représente la réalité. Et quand vous travaillez en archive et quand vous travaillez sur le passé, le passé c'est une chose vraie, c'est une requête de vérité, comme dit Ricoeur, dans la mémoire, l'histoire l'oublie. Ça ne peut pas être une invention, sinon c'est plus de la mémoire, c'est de la fiction. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis un peu accrochée comme une moule à un rocher à la question de la vérité et de la réalité. Je vais vous parler là très rapidement du SLOP et des prompto-archives. Il y en a un qui sait ce que c'est que le SLOP. Est-ce que qui ne sait pas et a besoin d'une explication? Okay. Là, bon, ok, je vais expliquer. Et puis ensuite, je passerai à de quoi les promptographies sont-elles la trace? Et je terminerai, et là, vous comprendrez mieux comment je me rattache à ce qu'on a vu ce matin. Est-ce que le nominalisme peut nous guider dans l'étude des IA génératives? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour essayer de sortir un peu de cette ornière? Alors, le SLOP, c'est ça. C'est pas ragoûtant, c'est de la bouillie, c'est de la ragougnasse, c'est de la bouillie pour chien. SLOP, c'est le mot de l'année 2025 du dictionnaire américain Merriam-Webster qui le définit comme un contenu numérique de mauvaise qualité, généralement produit en grande quantité à l'aide de l'intelligence artificielle, qui est vraiment le phénomène actuel sur les réseaux sociaux et sur le web, avec la production de machins comme ça, des petites filles qui sauvent des chiens dans des inondations, des chiens qui sauvent des petites filles dans des inondations, le tout reproduit dans tous les styles et ad nauseam, puisque c'est produit artificiellement, ça coûte pas cher. Et il y a des médias, des quantités de médias qui se sont constitués, qui sont généralement produits par des fermes à clics et qui, toute la journée, arrosent l'usager de ces images, mais en flot continu, puisque ça coûte pas cher à inventer, avec la particularité d'avoir une charge informationnelle nulle et d'avoir comme objectif de produire de l'émotion, donc de la viralité. On va se transférer l'image et on va produire du clic de cette façon-là. Voilà, ça c'est le SLOP. Mais toutes les images artificielles et toutes les artificialisations ne sont pas aussi bas de gamme. Ici, je vous présente un véritable reportage photographique qui s'appelle La Rampa, qui date de 2015, qui a été fait par Michael Christopher Brown, qui a fait un reportage photographique, il est photoreporter, sur Cuba à la mort de Fidel Castro, et donc voilà son style de photographe. 8 ans plus tard, il a produit un reportage qui s'appelle 90 Miles, qui est une post-photographie, c'est-à-dire un reportage prompté. C'est un prompto-reportage qu'il a constitué sur une certaine route de migration des Cubains vers les États-Unis. Donc il produit, alors il est beaucoup plus long, le prompto-reportage, il comporte beaucoup plus d'images, composées par prompt, pour montrer ce qu'est une certaine route de l'immigration cubaine aux États-Unis. Évidemment, ça a fait du bruit dans le landerneau photographique et des reporters photographiques, et lui a expliqué que c'est une route qu'il connaît, sur laquelle il est allé enquêter, mais sur lesquelles, alors pour une raison inconnue, il n'a pas fait de photos, et sur lesquelles il n'y a pas d'image. Donc il a créé des images pour illustrer ce qu'il avait observé sur cette route-là. Et il explique que, de toute façon, la photographie, l'image, c'est mensonger, et qu'une photographie, c'est une représentation, mais que ça n'est pas la réalité. Ce en quoi il est rejoint par la totalité de la profession de photoreporter. S'il avait rédigé un texte à partir de ce qu'il a vu,
personne n'aurait trouvé ça bizarre. Et pourtant, un article écrit avec des mots, c'est aussi une représentation du réel et ça n'est pas le réel. Donc là, on peut pas, on est obligé d'accepter la démonstration de M.C. Brown. Moi, j'ai pas d'objection à ça, ok? Mais alors, je travaille aussi sur les archives. En février 2026, cette image a circulé de façon virale sur X dans un contexte, je vous rappelle, de guerre israélo-palestinienne. Il s'agit donc évidemment, elle est taguée fake, hein, d'une promptographie qui représente donc un violoniste dans un camp de concentration de la Seconde Guerre mondiale. La dernière frontière est donc franchie puisque ce sont des fermes à clics pakistanaises et sri-lankaises qui ont produit cette image pour générer de l'émotion, etc. Hein, on est toujours dans le slop. Elle a été très vite identifiée comme fausse, cette pseudo-archive, prompto-archive, parce qu'il y a des erreurs historiques. Hein, c'est pas possible d'avoir un musicien seul qui a un instrument dans les camps. Il y avait des orchestres, mais ils étaient extrêmement contrôlés et il n'était pas possible, évidemment, aux prisonniers d'avoir des objets personnels, donc des violons. Mais néanmoins, si cette image avait été produite par un historien de la Seconde Guerre mondiale, connaissant parfaitement les camps et ce qui s'y passait, enfin, ayant une très bonne culture de cette époque-là, et donc ne commettant pas d'erreur historique dans son image, on aurait peut-être eu des gens qui auraient trouvé que finalement, mieux valait avoir une belle promptographie fidèle à ce que l'histoire sait, plutôt que rien du tout, pour représenter certains événements. Je ne sais pas si on n'aurait pas eu un débat et si ça n'est pas possible qu'on en vienne là à un moment donné. Ça me ramène à la deuxième question qui est de quoi la promptographie est-elle la trace? Alors je vais vous faire le jeu des noèmes, hein, puisque quand on travaille en image, on en revient toujours au noème de la photographie de Barthes, hein, qui est le « ça a été ». Mais alors, quel est le noème de la promptographie? Ça a été prompté, ça pourrait être son noème. Ce qui voudrait dire « ça a été mis en mots », puisqu'un prompt, c'est une série de mots. C'est donc que la promptographie n'est pas la trace d'un réel, mais c'est la trace d'un pensée, le prompt. En promptant pour produire des pistes de recherche, ce que nous arrive de faire peut-être, en promptant pour chercher des idées, des récits, des illustrations, nous ne produisons pas le réel. Ça n'est pas du « ça est » et ça n'est pas du « ça a été ». Mais on produit un réel qui est statistiquement possible. C'est-à-dire que, dernier noème possible, l'intelligence artificielle produit un « ça pourrait être ». Alors, quelle est l'indicialité de la promptographie? Est-ce qu'elle est totalement fausse? Est-ce qu'il n'y a pas de réel dans l'IA? Ou est-ce qu'elle est vraiment l'indice d'un rien? Elle a une indicialité en réalité, puisqu'elle s'appuie sur les données volumineuses de multitudes de traces de réels divers qui ne nous sont pas perceptibles, et donc, mais qui sont visibles à travers la reconstruction qu'en fait l'intelligence artificielle. Donc le résultat d'un prompt, c'est un artifice, une construction élaborée, designée à l'aide de nos mots, notre prompt, et à l'aide d'anciens réels, des ça a été multiples et volumineux. Donc l'IA générative, elle nous donne à voir les traces d'un réel passé à travers son filtre statistique. Et donc on peut dire que l'IA, c'est du faux fabriqué avec des traces de vrai. Bien. Le problème, c'est comment on peut mesurer, je ne sais plus comment je l'ai formulé, donc il faut que je baisse un peu mon truc, voilà, mais comment est-ce qu'on peut mesurer l'épaisseur de ce filtre statistique? C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut apprécier quel est le décalage entre le réel du ça a été et ce que produit l'intelligence artificielle. Ça, c'est ça ma question. Et c'est ça la question si on s'intéresse au réel, au rapport au réel et au rapport à la vérité de ces images promptées. Alors, fin de ma présentation, est-ce que le nominalisme, et là je vais présenter toutes mes excuses aux philosophes qui vont suivre et qui vont comprendre que je ne connais pas grand-chose à ces notions-là, est-ce que le nominalisme peut nous guider dans l'usage et dans la compréhension justement de ce rapport au réel des IA génératives? Cette question de l'épaisseur du filtre statistique et de l'appréciation qu'on peut en avoir m'a fait penser à deux échanges auxquels j'ai eu la chance d'assister en 2016, donc ça date vraiment maintenant de 10 ans. L'une entre Bruno Bachimon et Bernard Stiegler à l'IRI. Alors j'espère qu'on aura l'enregistrement sur le nominalisme et les big data. Et le second, la même année,
entre Bernard Stiegler et Maurizio Ferraris au séminaire de la révolution documédiale et de la MSH de Paris. Inutile de vous dire que je n'ai pas compris grand-chose à l'époque à ces deux discussions. Pas à la présentation de Bruno Bachimon, qui était d'une limpidité remarquable, mais j'ai eu plus de mal avec les discussions avec Bernard Stiegler. Mais cela dit, je n'ai pas tout compris, mais j'ai quand même toujours beaucoup pensé à ces deux conversations, et j'y ai repensé récemment, justement, avec mes questions sur le réalisme. Alors, rappel rapide, le réalisme, c'est l'idée que c'est très schématique, c'est plus compliqué que ça. Le langage, les schémas, les catégories reflètent le monde, un monde inamendable, indifférent à l'histoire ou au contexte. Le nominalisme, à la fin du XIVe siècle, lui pose que le langage diffère inéluctablement du monde ontologique. Il est une image fabriquée par l'homme en fonction de son contexte et une restitution du monde profondément situé. Et tout ça a eu beaucoup de conséquences, et notamment ça a beaucoup influencé des travaux beaucoup plus récents et qui nous sont plus familiers, comme ceux du linguistic term. Cette question de la différence et du côté construit du langage, et donc qui construit finalement un rapport au réel, ça va nous emmener tout doucement vers l'idée de la performativité du langage, c'est-à-dire, est-ce que l'intelligence artificielle, lorsque je prompte, elle est performative? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut en arriver à je prompte, donc ça est, qu'illustre ce dessin de chat. Allons-nous, nous chercheurs, face aux IA génératives, passer de la sidération, c'est formidable ce que c'est performant, à la tentation de la toute-puissance, je prompte, donc ça est. Autrement dit, allons-nous envisager de nous passer de l'expérience, qui était quand même la base de la science, je vous le rappelle, comme la promptographie, aujourd'hui, se passe de la lumière, qui était quand même la base de la photographie. En 2016, Bruno Bachimon nous invitait, en travaillant dans le contexte des big data, puisque c'est en 2016 qu'on s'est mis à tous beaucoup en parler, à réfléchir au nominalisme de la variante, c'est-à-dire à la tension qui existe entre la ressource permanente, c'est-à-dire les data volumineuses et non lisibles en tant que telles, et la vue publiée, c'est-à-dire ce que j'affiche sur mon ordinateur, parfois de façon extrêmement éphémère, par une suite de procédés d'encodage et de décodage. Il nous faut désormais, nous chercheurs, prendre garde à deux illusions, si on en croit l'histoire, c'est-à-dire celle de l'expérience et des sens, le fameux bâton tordu de Rousseau, c'est-à-dire le fait qu'il faut se méfier de ce que nous voyons et donc faire appel à la science et à la théorie pour comprendre ce qui se passe, ou l'alerte de Wittgenstein, celle qui est de la certitude, c'est-à-dire le fait que jamais les sens ne nous permettent de savoir, d'être sûrs et certains que les choses sont réelles. Et on a donc d'une part cette première illusion de l'expérience, et la deuxième illusion, celle du calcul statistique des IA génératives. Et la vérité, si elle existe, sortira de notre capacité à estimer la charge d'illusion que comportent ces deux domaines, l'expérience et l'IA générative, et à osciller entre le promptoréalisme, l'IA m'aide à percevoir le monde, et le promptonominalisme, l'IA m'aide à inventer une nouvelle perception du monde. Il est donc fatal que nous placions l'étude des arts médiatiques, je n'ai pas dit art parce que c'est un terme qui perturbe, mais c'est art au sens auquel je pensais, art au sens arts et métiers, c'est-à-dire la production artificielle humaine, on est bien dans la notion du design. Donc cette étude des arts médiatiques, c'est-à-dire l'étude de l'artificialité médiatique, doit être mise au centre des sciences de l'information et de la communication.